Ce qu'on a retenu finalement pour mettre à l'intérieur du guide, il faut que ce soit pratico-pratique. Donc, c'est important dans les activités de sensibilisation, premièrement, d'être capable de reconnaître c'est quoi les freins à la participation aux activités de sensibilisation pour pouvoir aller chercher les gens pour qu'ils viennent dans les activités, pour qu'on puisse les sensibiliser. Puis autant les gens qui sont à risque peut-être de vivre de maltraitance que les témoins. Donc, c'est important d'outiller les témoins là, qui pourraient en voir. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir du moment où ils en voient. Donc, on donne des pistes de ce côté-là. Et puis, toutes les activités, là, on dit que même si c'est la maltraitance ou l'intimidation, ça va être important de traiter les deux au départ pour bien identifier les deux concepts. Donc, que les gens soient capables de reconnaître que ce soit de la maltraitance ou de l'intimidation. Et on amène aussi l'idée de la bientraitance. Donc, c'était même les aînés qu'on a rencontrés dans les collectes de données on leur demandait ce qu'ils connaissaient de la maltraitance et de l'intimidation, mais ils nous disaient, mais ça serait important de parler de la bientraitance aussi, tout en sachant que c'est pas le contraire de la maltraitance, mais bien de promouvoir des bonnes pratiques. Donc, ben, c'est ce qu'on amène dans les activités, là, de ce petit côté positif-là. Les gens considèrent que c'est comme positif, puis ça peut être accrocheur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a retenu aussi? Ben, c'est important de parler des freins et des leviers pour que les gens puissent prendre conscience de ce que eux, ce qui l'empêcherait, eux, de demander de l'aide, puis déjà peut-être de travailler là-dessus. Toute l'importance aussi comme animateur quand on fait des activités de sensibilisation, de prendre le temps de se présenter pour que les gens puissent développer un lien de confiance avec l'animateur. Et de voir aussi ça va être quoi ses limites par la suite. Donc, si on est un intervenant, jusqu'où on va aller suite à une activité de sensibilisation avec la personne qui vient s'ouvrir à nous, mais comme un bénévole aussi, ça va être quoi la limite? Il n'est peut-être pas formé pour vraiment faire de l'intervention. Donc, à ce moment-là, par exemple, dans le guide, ce qu'on va recommander, c'est de dire, ben, c'est de prendre le nom de la personne, puis même de demander, est-ce que vous m'autorisez, est-ce que j'en parle à ma coordonnatrice pour qu'elle vous contacte? Fait que déjà là, il y a une étape de moins à faire pour la personne qui vit la maltraitance de dire, ben, quand je vais arriver à la maison, je vais appeler. Parce que souvent, ça arrête là. Ils vont arriver à la maison, puis il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est tous des trucs comme ça qu'on va donner dans le guide. Finalement, on recommande des choses concrètement. Ben, on explique comment est-ce que les gens peuvent mettre ça en pratique, autant les intervenants que les bénévoles. Puis sinon, il y avait... Et comment ça se diffuse aujourd'hui, ce guide? Comment il se diffuse? On en fait Est-ce que beaucoup vous... la promotion Ouais. comme ça dans les congrès, mais on en fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup de publicité parce que je suis travailleuse sociale de profession, puis ben, je ne vais pas le montrer, là, puis vraiment, je fais circuler dans les milieux aussi. Euh, Puis on utilise la plateforme aussi de la chaire de recherche là, on le rend accessible. Il est gratuit en ligne. Les deux fascicules, parce qu'il y en a un qui est vraiment construit pour les personnes administratrices et coordonnatrices des organismes sans but lucratif. Et il y a un fascicule qui est vraiment dédié aux personnes qui animent. Donc, ils sont en français et en anglais. Les liens sont sur le site de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.